Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet avocat Lando associé par VK. On va parler sécurité tout à l'heure, mais tout de suite, les brèves. Il était très attendu, cet arrêt du Conseil d'État, sur la légalité ou non de l'ordonnance qui est la pierre angulaire de la réforme de la haute fonction publique de l'État. Finalement, c'est une validation intégrale qui est faite par le Conseil d'État dans sa décision du 19 juillet, à une petite réserve d'interprétation près. Et Conseil d'État toujours, une décision sur la fin de disponibilité pour convenance personnelle. Eh bien, l'acceptation du poste par l'agent, à la fin de cette disponibilité, ne suffit pas à elle seule à établir la légalité de cette réintégration. Ce n'est décidément que dans des cas assez exceptionnels qu'un simple courriel répondant à une demande d'information sur une réglementation sera en soi un acte de droit souple en lui-même attaquable. Ça ne sera pas jamais, mais ça sera dans des conditions relativement limitées. En matière de contrat maintenant, il y a un régime de recours en reprise des relations contractuelles quand un co-contractant de l'administration voit que l'administration a résilié son contrat ou fait comme s'il était résilié sur le terrain. Eh bien, le fait de refuser de faire application de stipulations du contrat relative au renouvellement du contrat ne constitue pas une mesure de résiliation au sens de ce régime, arrêt commune de Sanary-sur-Mer. Autre jurisprudence, la jurisprudence Perrot. La jurisprudence Perrot, on l'a tous apprise un jour ou l'autre, c'est le fait que quand on avait des contrats entre deux personnes privées, donc a priori des contrats qui sont de droit privé, eh bien ce contrat pouvait être néanmoins de droit public parce que on était dans un domaine relevant du domaine de l'administration, en l'occurrence travaux publics sur des voies autoroutières. Cette jurisprudence a été abandonnée en 2015. Il y a d'autres cas où je peux avoir un contrat entre personnes privées qui sera de droit public. Transparence d'un des deux co-contractants de droit privé, qualification de par la loi, certains blocs de compétences fixés par la loi et un peu étendus par le juge, pour certains domaines de marché public notamment. Et puis surtout les domaines où on agit par mandat au nom et pour le compte de la personne publique. Et bien ce qui est amusant, c'est que depuis quelques années, on a un développement de la jurisprudence qui est encore affirmé avec une certaine force par une décision du tribunal des conflits récente, nous disant que si j'ai un contrat entre personnes privées, mais qu'on est dans un domaine où en réalité on a le cœur même de la force publique, de la mission de service public, d'une mission publique, on va dire que ça vaut mandat, et donc que le contrat est public, même s'il n'y a pas à proprement parler mandat. Ce qui revient quand même en réalité à faire ressusciter cette pauvre jurisprudence Perrot, mais bon, passons. Conseil d'État toujours, une redevance est calculée en fonction des services rendus. Mais quand j'ai une globalité de services qui donne lieu à plusieurs redevances, est-ce que je peux faire des petits glissements entre redevances pour n'apprécier l'équivalence au service rendu que sur la globalité de ces redevances? Oui, un petit peu, mais pas trop, nous dit le Conseil d'État. Beaucoup de décisions récentes aussi en matière financière. D'abord, la possibilité de faire des tableaux de flux de trésorerie uniquement sur option pour un certain nombre de personnes publiques. Voici ici des détails. Les attributions individuelles de DGF qui sont publiées au JO. Alors vous allez me dire, ça fait longtemps que je les connais, mes attributions individuelles de DGF. Oui, mais la publication au JO est ce qui fait courir les délais de recours. Et puis un décret balai sur beaucoup de dotations de l'État avec beaucoup de choses. Voici les détails. Et 2 arrêtés sur ce qui expérimente le compte financier unique. Finance toujours, mais cette fois-ci en droit du contentieux, eh bien je peux avoir quelqu'un qui reçoit une somme en référé provision. Ok. Puis ensuite, sur le fond du contentieux, le juge soit déboute le requérant qui avait reçu les sommes en référé provision, soit lui attribue une somme inférieure à ce qu'il a reçu en référé provision. Eh bien, même dans ce cas-là, il y a quelques hypothèses seulement, où la personne peut se retrouver à ne pas devoir restituer les sommes versées en trop, en référé provision. Contentieux toujours, une confirmation mais assez éclatante du fait que la force majeure s'applique même sans texte et permet toujours de s'exonérer d'une obligation légale. Un arrêt de la Cour de cassation maintenant est intervenu de son côté pour nous dire que les exploitants des installations classées pour la protection de l'environnement ne peuvent pas, ou plus aussi facilement qu'avant, refiler la patate chaude de la dépollution du site à leur prochain. Échec contentieux en revanche pour la Fédération nationale des gardes champêtres qui a essayé de se battre pour que les véhicules des gardes champêtres soient des véhicules prioritaires comme ceux des policiers municipaux. Rejet par le Conseil d'État. C'est évidemment assez discutable. Et puis les mini-brèves, que voici, que voilà, et que voici encore. Mais passons maintenant à notre grand dossier, sécurité, préparer les nouveaux plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde après la loi Matras.
Bon, évidemment, quand les services d'incendie et secours interviennent, ça peut être un problème d'incendie, mais ça peut être bien d'autres choses, il est extrêmement important de pouvoir accéder au site. Les problèmes en Gironde récemment le démontrent encore, hélas, de pouvoir intervenir, d'avoir le matériel, des entrepôts, on sait où se trouvent des, des couvertures, des connexions Internet, un gymnase pour stocker d'éventuels blessés ou réfugiés, etc., etc. Ce régime qui existe donc depuis 2004 a été renforcé par la très importante loi Matras du 25 novembre 2021. Loi dans laquelle il y a plein de choses. Mais pour se contenter uniquement de ce qui concerne les plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde, eh bien, il y a une extension. On avait déjà l'obligation d'en faire dans les communes qui avaient un plan de prévention des risques naturels ou un certain nombre de plans particuliers d'intervention, notamment en matière de risques technologiques. C'est étendu à d'autres risques naturels dont l'intensité ou la soudaineté le rendent nécessaire, forestiers, volcaniques, cycloniques, etc., avec des exercices au moins tous les 5 ans, et puis un rôle des préfets en cas de gestion territoriale des crises qui est renforcé. Important, les plans intercommunaux de sauvegarde, qu'on appelle en général PCIS, s'ajoutent au lieu de se substituer au PCS. Et ces plans, qui souvent sont peu pratiqués, ne s'en occupent pas, désormais deviennent obligatoires dans les 5 ans, dès lors qu'au moins une des communes membres a l'obligation de faire un PCS, avec une élaboration par le président de l'EPCI et chacun des maires concernés par un tel PCS et des exercices tous les 5 ans. Et puis plein d'autres choses dans cette loi, mais on va retenir par exemple un renforcement de l'information des populations, je vous le dis parce que c'est à prendre en compte dans le PCS justement, ou l'obligation d'avoir un correspondant incendie et secours quand il n'y a pas d'adjoint au maire ou de conseiller délégué en la matière, etc., etc. J'attire votre attention aussi sur l'importance de la loi dite Fauchon du 10 juillet 2000. Pourquoi ? Quand il y a une infraction de négligence ou d'imprudence, notamment évidemment des homicides et blessures involontaires, certains cas de pollution aussi, eh bien, on va distinguer depuis cette loi, est-ce que mon imprudence, ma négligence a été la cause directe du préjudice ? Mais c'est rarement le cas. Ce qui arrive souvent, c'est que l'on ait un petit élément dans une chaîne de négligence ou d'imprudence qui au total aboutit à une catastrophe. Et là, on va distinguer. Est-ce que j'ai, par ma négligence ou mon imprudence, qui a été une cause indirecte du préjudice, est-ce que j'ai violé délibérément ou pas une règle de sécurité ? Si la réponse à ça est oui, alors le juge sera très sévère avec moi, alors que si la réponse à cela est non, alors évidemment, ça ira beaucoup mieux puisque je ne serai condamné que si j'ai commis une faute caractérisée. L'obligation de faire ces PCS ou PCIS est une obligation fixée par la loi ou le règlement, la loi en l'espèce. Donc ne pas faire ces plans est vraiment grave si demain il y a un accident pour ceux qui ont été négligents sur ce point, en intégrant évidemment ce délai de 5 ans pour les nouveaux ayant besoin de le faire. Pour les autres, attention, mise à jour. En revanche, quant au contenu de ces plans, évidemment qu'il faut être le plus sérieux possible. Mais là, on n'est pas dans le même cadre juridique s'il y a un dommage. Je voulais vous le signaler. Sur toutes ces questions-là, je voulais faire appel à un expert. Bonjour, mon colonel. Bonjour. Question simple. Sur la base de votre expérience, quels conseils prodiguer pour la mise en place de ces PCS et PCIS ? D'abord, il faut considérer le PCS, le plan communal de sauvegarde, comme un outil pour ne pas subir une crise et pour gérer cette crise. Crise qui pourrait être une crise qui concernerait une thématique communale, aussi une thématique d'événements en sécurité civile comme inondation, neige, canicule. La première chose que doit définir ce PCS, c'est à la fois son organisation et l'alerte. Pour l'alerte, 2 niveaux. D'abord, l'alerte interne, être en capacité de mobiliser les élus, mais les chefs du service également de la collectivité et tout technicien qui pourrait être utile pour gérer la crise. Et enfin aussi une capacité d'alerte de la population. Tout doit être aussi organisé pour pouvoir alerter les populations. Enfin, dans son organisation, il doit être défini de manière la plus simple possible et qui doit correspondre aussi à la grandeur de la commune, à la taille de la commune. Elle doit prendre un minima une salle avec des moyens téléphoniques, des moyens de communication informatique, des postes informatiques et de la téléphonie et être adapté avec de quoi construire 4 cellules. La première cellule serait une cellule logistique pour recenser les matériels dont on pourrait avoir besoin, une cellule renseignement pour bien comprendre l'événement et emmagasiner toutes les informations que l'on peut recevoir et mieux les dispatcher, les organiser. Une cellule secrétariat et main courante pour analyser les événements reçus et également ordonnancer de manière chronologique toutes les actions qui sont entreprises et les garder en mémoire.
Et enfin, une cellule que j'appellerais action et de communication, celle qui permet de mettre en œuvre les décisions qui pourraient être prises par le maire. Enfin, de plus en plus, et la loi Matras de novembre dernier permet les plans intercommunaux de sauvegarde. Il faut juste comprendre que c'est des plans qui ont une capacité de permettre de porter une meilleure assistance mutuelle. C'est vraiment une solidarité intercommunale, à la fois sur le plan humain pour durer dans la crise, mais surtout sur le plan matériel pour s'aider mutuellement. Enfin, certaines collectivités ont parfois choisi de se faire assister pour rédiger leurs plans communaux de sauvegarde. C'est une solution qui peut être intéressante à une seule condition, c'est que vous n'attendiez pas de ce prestataire qui vous rédige le plan, mais qu'il vous accompagne. La meilleure manière de rédiger un plan communal de sauvegarde, c'est de le faire par les propres équipes municipales pour mieux le comprendre. Et puis, une fois que ce plan est rédigé, c'est de s'entraîner. Et pour cela, je vous invite à prendre contact avec les services départementaux d'incendie de votre département et également les services interministériels de protection civile de la préfecture pour qu'on puisse vous accompagner à faire ces exercices. Ah, merci, c'est passionnant et important. Merci mon colonel. Merci bien, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons d'associés. Pour VK, pensez à vous abonner. Merci, au revoir.